Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du 18h sur Al 24 News. Sans plus tarder, les principaux titres de ce dimanche 10 avril. Au Proche-Orient, nouvelle recrudescence des violences et attaques contre les Palestiniens par les forces de l'occupation sioniste. Ce dimanche, des attaques qui ont fait plusieurs blessés côté palestinien. Présidentielle en France, 65% des électeurs ont voté selon les chiffres communiqués à 17h. Le résultat du premier tour sera connu à partir de 20h, heure française. Au Pakistan, après une ouverture de la session parlementaire houleuse hier, le Premier ministre pakistanais Imran Khan a été renversé ce dimanche par une motion de censure. Et puis nous allons nous intéresser dans cette édition à la flambée des prix dans le monde, des produits alimentaires, mais pas que. La pandémie du Covid puis la guerre en Ukraine ont mis à mal la chaîne d'approvisionnement mondiale. L'actualité d'abord, au Proche-Orient, nouvelle recrudescence des violences et attaques contre les Palestiniens par les forces d'occupation sionistes ce dimanche, faisant plusieurs blessés côté palestinien. Un nombre important d'interpellations est également à signaler. Naila Ethamouda. Les agressions du colon israélien s'intensifient contre les Palestiniens. Plusieurs assauts ont été lancés ce dimanche dans différentes localités en Cisjordanie occupée. Bilan, au moins 23 Palestiniens arrêtés et 7 autres blessés. Les forces d'occupation ont fait des descentes dans de nombreuses maisons et saccagé plusieurs magasins. Montés au créneau, les habitants palestiniens de la localité de Yabad sont sortis dans les rues pour exprimer leur colère. La foule a été vite dissipée. L'armée sioniste a tiré des balles réelles et des grenades assourdissantes pour disperser les manifestants. L'occupation sioniste multiplie ses exactions. Une nouvelle agression a été menée hier dans le camp de Jenin, en Cisjordanie occupée, faisant un mort et 13 blessés. Au moment où l'armée sioniste encerclait la maison du Palestinien, auteur présumé de l'opération Martyr, ayant fait 3 morts et une dizaine de blessés jeudi soir à Tel Aviv. Ces derniers affrontements à Jenin interviennent alors que la résistance palestinienne a accentué ses représailles ces 3 dernières semaines. L'économie locale palestinienne, déjà très affectée, est également la cible de l'occupation sioniste. La marine sioniste a attaqué des pêcheurs palestiniens par des tirs au large de Gaza. Elle a ouvert le feu sur des bateaux de pêche dans le nord-ouest de l'enclave palestinienne et au nord de Beit Lahia, les forçant à quitter les lieux, visant à bloquer leur activité, une source vitale de revenus pour des milliers de familles palestiniennes, surtout en ce mois sacré du Ramadan. Dossier sahraoui, après avoir vivement critiqué la position du gouvernement espagnol, la République sahraoui durcit le ton et rompt ses relations avec Madrid, tournant historique dans les relations des deux pays. Tinina Makassi. C'est une décision ultime et extrême. C'est ainsi que la RAS qualifie la rupture de ses relations avec le gouvernement espagnol. Une décision prise à la suite de la persistance du président du gouvernement espagnol dans sa fuite en avant, indique le communiqué de l'annonce. Aux origines de la crise diplomatique profonde entre la RAS et le royaume ibérique, le virage dangereux pris par Pedro Sánchez, Premier ministre espagnol, en rompant avec la neutralité de son pays et annonçant son appui du soi-disant plan d'autonomie sous souveraineté marocaine proposé en 2007 par Rabat. Un plan qui ne trouve pas écho auprès du droit et des instances internationales, notamment onusiennes. C'est un acte loin d'être anodin en violation du droit international, surtout que l'Espagne est à ce jour la puissance administrante des territoires sahraouis. L'oukase de Sánchez, ce pari politique le met en porte-à-faux non seulement avec le Parlement et la classe politique de son pays, mais aussi avec les instances internationales. Ainsi, l'ONU rappelle à l'ordre le Premier ministre en réaffirmant que le conflit du Sahara occidental doit être résolu avec un engagement total des parties dans le processus politique facilité par l'ONU. En effet, l'étau se resserre sur le Premier ministre, mais ce dernier ne semble pas être prêt à rebrousser chemin. Et vient par une visite officielle au Maroc consolider plus que jamais ses relations avec le royaume chérifien, mettant ainsi fin à une crise diplomatique de près de 2 ans.
Une fin sous pression et chantage de Rabat, qui semble-t-il l'a poussé à asséner un coup de poignard dans le dos des siens, mais aussi et surtout à la cause juste du peuple sahraoui. Et puis, première réaction officielle du gouvernement espagnol à la décision de la République sahraoui de suspendre tout contact avec le gouvernement de Pedro Sánchez. Après son parti pris envers l'occupation marocaine, le ministère espagnol des Affaires étrangères a déclaré qu'il gardera toutes les voies du dialogue ouvertes, affirmant que le dialogue restait la meilleure façon de gérer les différences. En Algérie, dans le volet coopération, le chef du gouvernement italien Mario Draghi entamera demain à Alger une visite officielle de 2 jours où il rencontrera le président algérien Abdelmadjid Tebboune qu'un ensemble de responsables. Cette visite rentre dans le cadre du renforcement des relations bilatérales. Et justement, les relations algéro-italiennes ne cessent de s'améliorer au fil du temps. L'absence d'interférence politique entre Alger et Rome permet aux deux pays d'envisager un avenir gracieux sur le plan économique en faveur d'un partenariat d'excellence. Khaireddine Botache. D'abord, le président Sergio Mattarella, puis le chef de la diplomatie Luigi Di Maio en compagnie du PDG du groupe ENI, Claudio Descalzi. Et demain, ce sera au tour du chef du gouvernement Mario Draghi de fouler le sol algérien dans le cadre d'une visite officielle. Nul doute que la boussole de Rome est désormais orientée plein sud. Tous les chemins mènent à Alger, où le bal incessant des responsables italiens dénote d'un intérêt sans cesse grandissant en faveur d'une coopération économique avec l'Algérie, ayant pour fer de lance l'énergie. L'Europe et la Russie ont froid. L'Italie n'a d'autre choix que de chercher à s'approvisionner ailleurs en gaz. Et il se trouve que son partenaire historique ne serait pas hostile à l'idée de porter ses exportations à un niveau supérieur. Attendu donc demain à Alger, Mario Draghi devra bien jouer ses cartes afin de convaincre ses homologues de la nécessité d'accentuer la coopération économique entre deux pays, que rien ne divise sur le plan politique. Mais les signes avant-coureurs d'un partenariat sain et fructueux se voient déjà à travers les chiffres et les intentions. Pas plus tard qu'en 2021, la compagnie nationale Sonatrach et le groupe ENI ont signé un contrat de production pétrolière portant sur 45 000 barils équivalent pétrole par jour, d'une valeur de 1,4 milliard de dollars. Ça, c'est un chapitre que, comme on dit, on va développer davantage. On doit doubler la centrale BRN et après, on a un autre projet qu'on a discuté aussi sur la partie Berkine, donc toute la partie d'ENI, mais la partie aussi de Sonatrach. Un accord de coopération dans le domaine des énergies renouvelables et nouvelles, particulièrement axé sur la production d'énergie solaire. La production de biocarburants et d'hydrogène a également vu le jour depuis. A noter aussi que les exportations algériennes vers l'Italie en matière de gaz via le gazoduc Transmed ont atteint 1,5 milliard de mètres cubes en janvier dernier. Cette performance place l'Algérie au rang de premier fournisseur en gaz de l'Italie, déclassant par la même occasion la Russie. Direction l'Europe, jour de vote en ce dimanche en France. Après une campagne électorale éclipsée par l'actualité ukrainienne, près de 48 millions d'électeurs français étaient appelés aux urnes. À midi, le taux de participation était de 25,48%, soit en baisse de 3 points par rapport à 2017. Le taux a vu une hausse selon les chiffres de 17 heures communiqués par le ministère français de l'Intérieur. 65% des électeurs ont voté, un chiffre qui reste toujours en baisse par rapport au présidentiel de 2017 avec 4,4%. Et les résultats partiels du scrutin sont donc attendus ce soir dès 20h heure française. Selon les derniers sondages, le président sortant Emmanuel Macron et la candidate Marine Le Pen sont pressentis pour le deuxième tour. Sohila Kilal. Plus de 47 millions d'électeurs français convoqués aux urnes ce dimanche pour départager les 12 candidats du premier tour de l'élection présidentielle. Ce scrutin intervient après des mois de campagne qui n'aura pas passionné les foules, faisant craindre une forte abstention. Selon les derniers sondages, l'on pourrait s'attendre à l'issue de ce premier tour à un face-à-face Macron-Le Pen. Le duo en tête de peloton, suivi de loin par Mélenchon.
Le reste des candidats sont à moins de 10%, toujours selon les derniers chiffres, et n'auraient aucune chance d'accéder au second tour. Après 2 crises sociales majeures, à savoir les gilets jaunes et la réforme des retraites, une pandémie mondiale et une montée de l'islamophobie, le quinquennat d'Emmanuel Macron a tout de même été marqué par une baisse sensible du chômage. Pour cette nouvelle course à l'Élysée, Macron voit sa cote remonter depuis le conflit en Ukraine, qui lui a permis de redorer son blason et retrouver des forces. Il base son programme sur la mise en place progressive de la retraite à 65 ans. Il propose des mesures sur l'écologie, un point sur lequel son bilan quinquennal a été largement critiqué. Sur le plan de l'éducation, il veut davantage d'autonomie pour les chefs d'établissement. Quant au pouvoir d'achat, Macron veut supprimer notamment la redevance audiovisuelle. Marine Le Pen, elle, en est à sa 3e campagne présidentielle consécutive. Celle qui a échoué face à Emmanuel Macron en 2017 met en avant dans son programme les 3 mesures suivantes. Arrêter l'immigration incontrôlée en donnant la parole aux Français par référendum, éradiquer ce qu'elle qualifie d'idéologie islamiste et l'ensemble de le réseau du territoire français, et enfin, faire de la sécurité partout et pour tous une priorité du quinquennat. Alors les gardiens de la paix multiplient les interventions sur réquisition du procureur et sous le régime. Et les Français du monde étaient eux aussi appelés à choisir leur candidat favori. De Hong Kong en passant par Los Angeles, je vous propose d'écouter l'avis de certains électeurs sur ce premier tour du scrutin. Chacun est responsable de ses actes. Moi, je pense qu'on se doit de voter. Nos aînés ont beaucoup, je dirais, œuvré pour avoir ce droit-là. Et c'est une forme de respect que de venir exprimer une voix pour la société française. Je pense que c'est déjà notre devoir de citoyen de voter. On a la chance de vivre, d'être français et de pouvoir voter. Après, sur l'abstention, je pense que c'est que les candidats qui peuvent s'en prendre à eux-mêmes. C'est à la politique de se remettre en question et d'arriver à drainer plus de personnes avec eux. Parce que c'est un mouvement très très fort pour nous tous, Français expatriés de longue date, pour ma part depuis plus d'un demi-siècle, de pouvoir participer à la vie politique française. Autre actualité sur le continent européen, la guerre en Ukraine. Les opérations russes se poursuivent principalement dans le territoire du Donbass et la ville portuaire de Mariupol, où les organisations humanitaires peinent à évacuer les civils vers les zones sécurisées. Le point sur la situation avec Amin Touta. En ce 46e jour du conflit en Ukraine, les opérations russes se poursuivent à travers des frappes sur les sites militaires ukrainiens, coïncidant avec la poursuite des opérations sur le terrain dans le territoire du Donbass. Dans l'est du pays, l'aéroport de Dnipro, grande ville d'Ukraine, a été de nouveau ciblé ce dimanche. Les sources locales parlent de destruction totale. L'aéroport de Dnipro avait déjà été touché le 15 mars passé par un bombardement. La piste avait été alors détruite et le terminal endommagé. Côté humanitaire, la vice-première ministre ukrainienne a indiqué que 4532 civils avaient été évacués de la ville. La majorité ont quitté la région de Zaporijie, précisant que près de 200 personnes ont pu quitter la ville portuaire assiégée de Mariupol. Cette commune du sud ukrainien est toujours assiégée par les troupes de Moscou. L'infrastructure essentielle de la ville a été endommagée par les opérations et la violence des combats qui se concentrent actuellement sur une zone industrielle sous contrôle ukrainien. D'après Kiev, 300 000 personnes seraient toujours coincées à Mariupol. Dans le sud toujours, Mykolaïv était visé par 7 missiles dans la nuit de samedi à dimanche, à une centaine de kilomètres au nord-est d'Odessa. Cette troisième ville du pays vit sous la menace d'attaque depuis plusieurs jours. Un couvre-feu est en vigueur depuis samedi soir et jusqu'à lundi matin. Ce conflit en cours engendre de plus en plus de déplacés, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Plus de 4 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le 24 février passé. La Finlande se prépare à une éventuelle candidature à l'OTAN, une décision historique pour ce pays nordique qui change de cap depuis le début de la guerre en Ukraine. Helsinki a multiplié les consultations ces dernières semaines avec la quasi-totalité des 30 membres. Nouhed Belkhatem. Impensable il y a encore 2 mois, la Finlande pourrait bientôt faire partie de l'OTAN. Le pays nordique entre cette semaine dans la phase décisive de son éventuelle candidature.
Helsinki a multiplié les consultations ces dernières semaines avec la quasi-totalité des 30 membres de l'organisation et a obtenu des assurances claires de son secrétaire général Jens Stoltenberg, affirmant que la porte lui était ouverte. Une éventuelle adhésion soutenue par des pays tels que les États-Unis, l'Allemagne, la France ou encore le Royaume-Uni. Il s'agit là d'un changement de cap côté finlandais poussé par l'opération militaire en Ukraine. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, 60% des Finlandais se disent favorables à cette adhésion, soit 2 fois plus que l'année dernière. Un livre blanc sur la sécurité du pays doit justement être publié pour tirer des conséquences du conflit. Idem pour son voisin suédois qui envisage également de sauter le pas. Le conflit russo-ukrainien a changé l'Europe sans retour en arrière. Reste à savoir quelles seront les retombées de ces éventuelles adhésions à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Comme annoncé hier après le débat au Parlement pakistanais, le Premier ministre pakistanais Imran Khan a été renversé ce dimanche par une motion de censure votée à son encontre par l'Assemblée nationale. Khan qui a accusé Washington d'avoir orchestré sa chute. Quel que soit son successeur, il devra composer avec d'énormes défis économiques et sécuritaires. Abdelkader Taïef. Aucun Premier ministre n'est jamais allé au bout de son mandat au Pakistan. Depuis l'indépendance du pays en 1947, mais Imran Khan, au pouvoir depuis 2018, est le premier à tomber sur un vote de confiance. Shehbaz Sharif, le leader de la Ligue musulmane du Pakistan et frère cadet de Nawaz Sharif, qui fut 3 fois Premier ministre, lui succédera selon toute vraisemblance à la tête de cette république islamique de 220 millions d'habitants dotée de l'arme nucléaire. Il devrait être confirmé demain à ce poste par l'Assemblée. Dans son discours de vendredi, Imran Khan avait répété ses accusations des derniers jours, encore ressassées hier par son ministre des Affaires étrangères, Shah Mahmoud Qureshi, selon lesquelles il avait été la victime d'une conspiration ourdie par les États-Unis. Il a accusé de trahison la PMLN et le Parti du peuple pakistanais, les 2 partis qui ont dominé avec l'armée la vie politique nationale pendant des décennies, pour avoir, selon lui, intrigué avec les États-Unis afin d'obtenir son départ. Washington a nié toute implication. À l'en croire, les États-Unis, déjà offusqués de ces critiques répétées à l'encontre de la politique américaine en Irak ou en Afghanistan, ont été ulcérés par sa visite à Moscou, le jour même du déclenchement de la guerre en Ukraine. Quel que soit le nom du successeur d'Imran Khan, une lourde tâche l'attend. Les défis sont nombreux, à commencer par une économie en berne et la multiplication des attaques menées par le Tahrik-e-Taliban Pakistan, les talibans pakistanais, et son gouvernement pourrait n'avoir qu'une courte durée de vie. Iran, le ministre iranien des Affaires étrangères a accusé les États-Unis de chercher à imposer de nouvelles conditions lors des pourparlers de Vienne sur le rétablissement de l'accord nucléaire de 2015. Concernant la levée des sanctions, les Américains veulent imposer de nouvelles conditions en dehors des négociations, a déclaré Hossein Amir Abdollahian, cité par l'agence de presse officielle IRNA, a rappelé que l'Iran est engagé depuis 1 an dans des négociations avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Russie, la France et la Chine directement et les États-Unis indirectement dans la capitale autrichienne pour relancer l'accord connu officiellement sous le nom de plan d'action global conjoint. Santé, Covid-19, direction la ville de Shanghai en Chine. Son PIB est équivalent à celui de la Pologne et son port, le premier du monde pour les conteneurs. Le confinement de Shanghai perturbe l'économie chinoise et menace les chaînes d'approvisionnement mondiale confrontée à la pire vague de Covid-19 en Chine depuis le début de l'épidémie. La capitale économique du pays est en confinement total ou partiel depuis 2 semaines, même si aucun décès n'a été déploré à Shanghai où l'écrasante majorité des cas de contamination sont asymptomatiques. Les autorités ont choisi de confiner chez eux ces 25 millions d'habitants malgré un coût très lourd pour l'économie. Et en parlant d'économie, nous allons nous intéresser à présent à ces prix des produits alimentaires, mais pas que, qui flambent un peu partout dans le monde, mettant les États, les consommateurs sous pression. Un phénomène qui a débuté avec l'apparition de la pandémie du Covid-19 et accentué par la guerre en Irak. Iman Merat. Alors que la planète se remet à peine de 2 ans de pandémie du Covid-19, le conflit russo-ukrainien présage de graves conséquences sur les économies de beaucoup de pays.
En quelques semaines, les cours des prix des énergies ont flambé, le prix du gaz a atteint des records en Europe et la tonne de blé a enregistré une augmentation fulgurante sur les marchés mondiaux du jamais vu depuis 2011. Partout dans le monde, les factures énergétiques ont relativement augmenté, mais pas seulement. Celles de l'alimentation ou encore de l'habillement ont enregistré de fortes hausses. En Espagne ou au Maroc, des mouvements de grève ont eu lieu. Au Royaume-Uni, les ménages risquent de connaître la plus forte baisse annuelle de leurs revenus depuis la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, à l'échelle universelle, la menace la plus grave qui plane est la famine. Des pénuries de céréales au Moyen-Orient et en Afrique du Nord sont redoutées, à l'instar de l'Égypte qui connaît une forte inflation depuis 2020. Le Nigeria, un pays du Sahel, le Bangladesh ou encore la Turquie sont aussi particulièrement vulnérables. Dans ce contexte mondial, et à prendre en compte aussi la situation des pays déjà dévastés par des guerres, tels le Yémen ou encore le Soudan, l'un des pays les plus pauvres au monde. Sans oublier la Syrie, la Jordanie ou encore le Liban, où vivent de nombreux réfugiés victimes des conflits qui sévissent dans cette partie du monde et où l'aide humanitaire risque d'être moins acheminée. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs régions du Pérou contre la hausse du coût du carburant et des péages, ainsi que des denrées alimentaires, et des dizaines de milliers de personnes ont également manifesté samedi à Colombo contre le président du Sri Lanka, qu'ils tiennent pour responsable de la situation chaotique du pays. Le monde traverse des zones de turbulence sans précédent. Seraient-ce les prémices d'un nouvel ordre mondial qui se dessine? Et vous l'aurez sans doute compris, c'était la guerre en Ukraine et non pas en Irak. Arabie Saoudite, c'est officiel. Le pèlerinage à la Mecque cette année accueillera 1 million de musulmans selon le ministère du Hajj saoudien, un chiffre en nette hausse par rapport aux années précédentes marquées par l'épidémie du Covid-19. Le gouvernement veut assurer la sécurité des pèlerins tout en veillant à ce que le maximum de musulmans du monde puissent y participer. Nariman Zekar. C'est une première depuis le début de la pandémie de Covid-19. Après 2 années compliquées suite au coronavirus, les pèlerins vont enfin pouvoir retrouver leur lieu hautement symbolique. 5e pilier de l'islam, le Hajj en Arabie Saoudite accueille cette année 1 million de pèlerins du monde entier. Les portes de la Mecque s'ouvriront pour les locaux ainsi que pour les étrangers vaccinés de moins de 65 ans. Ils devront néanmoins présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. En début mars, l'Arabie Saoudite avait annoncé la levée de la plupart des restrictions sanitaires. La distanciation sociale dans les lieux publics, la quarantaine pour les arrivants vaccinés, ainsi que le port du masque dans la rue ne sont plus obligatoires sur l'ensemble du territoire. La décision du ministère du Hajj d'augmenter le nombre de pèlerins cette année constitue une aubaine pour les agences de voyage et les compagnies aériennes, mais surtout un nouveau souffle pour le pays qui tente de diversifier son économie ultra dépendante du pétrole. Les terres saintes étaient quasiment désertes depuis un moment, avec seulement 1000 pèlerins autorisés par le gouvernement saoudien en 2020 et 60 000 résidents l'année suivante, tous vaccinés contre le coronavirus et choisis par tirage au sort. Habituellement l'un des rassemblements religieux les plus importants au monde, le Hajj et la Umrah constituent une source de revenus essentielle pour le royaume, avec une recette avoisinant les 12 milliards de dollars par an. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, ne manquez pas la météo présentée par Amal Amziane Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.